Je ne sais pas si vous avez envie de voyager, j'imagine que oui, on a toujours envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Il y a une personne qui l'a fait beaucoup, qui s'appelle Frédéric Lopez, qui a tenu cette émission pendant 13 ans, qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de recevoir Frédéric pour comprendre justement ce qu'il avait appris de tous ces peuples qu'il avait pu aller voir. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Blanc, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On vient d'en parler à l'instant. On ne se connaît pas vraiment. Mais en même temps, j'avais très envie de te recevoir alors de manière un peu étrange, mais parce qu'on se connaît pas, donc les valeurs que je ressens en fait, et la puissance des émissions et de tout ce que tu as pu créer. Et en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est ton retour d'expérience sur les différents peuples que tu as pu aller voir, parce qu'en réalité, on a tendance à penser que la manière dont on fait société, nous, c'est-à-dire via la science, est largement supérieure. Et moi, quand je regarde, par exemple, quand on détruit l'Amazonie, alors bien sûr, ça me fait de la peine pour les arbres et je pense très fort à eux. Mais en même temps, moi, ce qui me fait encore plus de peine, c'est qu'on est en train de détruire un savoir millénaire de gens qui habitent dans ces forêts et qui ont vraiment un savoir très puissant en réalité. Et toi, tu as eu cette chance de pouvoir aller observer finalement et vivre avec sur des périodes plus ou moins limitées, mais enfin différents peuples. Donc j'aimerais comprendre ce que tu as... Peut-être déjà la première question, c'est peut-être l'expérience qui t'a le plus marqué dans tout ça. C'est toujours une question difficile, hein, mais... C'est compliqué de dire laquelle m'a le plus marqué parce que c'est jamais pour les mêmes choses. En fait, elles m'ont toutes marqué, je me souviens de toutes. Bien sûr. 100% des souvenirs sont liés à une charge émotionnelle. J'ai beaucoup de charges émotionnelles. Alors, il y a un souvenir qui donne beaucoup d'espoir, parce qu'en fait, il s'agit pas d'idéaliser les traditions, et d'imaginer que nous, on n'a rien compris. Ce serait un peu caricatural. Et c'est vrai qu'on pourrait même débattre sur ce que tu disais, j'ai la sensation que les sociétés occidentales se sentent un peu supérieures dans leur manière de faire société. On pourrait presque donner des exemples de ça pour voir pourquoi tu as cette sensation, cette forme d'arrogance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé Rendez-vous en terre inconnue, on allait voir les peuples autochtones, ceux que les Nations Unies appellent la mémoire de l'humanité. C'est des gens isolés qui sont pas dans notre système. Et quand j'ai commencé, il y a 13 ans, ils étaient 5% de la population mondiale. Et aujourd'hui, ils sont 3%. Donc à ce titre-là, c'est important pour moi de leur donner la parole, de les écouter, de les entendre. Et c'est vrai que ce sont des minorités, la plupart d'entre eux, dans leur propre pays, donc qui sont souvent méprisés parce qu'ils incarnent le passé. Et donc ce sont des pays qui ont envie d'être dans le concert des nations et qui ont l'impression d'être modernes. Ça, c'est le truc qui passe partout. Et du coup, la plupart des gens qu'on est allés voir sont méprisés, parfois même harcelés. Et donc voilà. Et donc c'est quelque chose déjà de très 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 émouvant pour mon équipe et pour moi, d'avoir leur confiance, parce que finalement les gens de l'extérieur, ils étaient jamais très bien intentionnés. Et nous, on avait juste envie d'enregistrer leurs paroles. Et parmi toutes les rencontres, il y en a une qui m'a spécialement marqué. On est en Éthiopie, au nord de l'Éthiopie, en Abyssinie, 4000 mètres d'altitude. On est chez Cissé, qui est agriculteur. Et lui, comme tout le monde dans la vallée, alors que c'est interdit officiellement dans le pays, mais tout le monde dans la vallée, il a marié sa fille dans un mariage arrangé lorsqu'elle avait 12 ans. Et quand il a 43 ans, il apprend à lire et à écrire. Et le seul petit livre qu'il a à la maison, c'est les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et du coup, il dit lui-même, ce sont ses propres mots, j'ai enterré ma fille vivante. Alors moi, je pense à tous les gens qui nous entourent et qui reconnaissent pas leurs erreurs. Lui reconnaît son erreur, il est dur avec lui. Et il décide de sauver sa fille suivante, Yaka Neige, qui a 16 ans quand on la rencontre. Et il veut qu'elle aille à l'école. Et c'est là que les ennuis commencent pour lui. Parce qu'en fait, il est contre les traditions. Donc en fait, il est la honte de sa famille, ses frères, de ses amis. Il est exclu, rejeté. Et on sait que pour un être humain, ce qui est de pire, c'est le rejet. Et puis surtout, il a des ennemis, c'est la famille adverse, si j'ose dire. C'est-à-dire ceux à qui il a promis sa fille, parce qu'il a reçu des cadeaux. Et malgré tout ça, il va continuer. Nous, on le voit à la sortie de l'église, personne n'écoute vraiment. Il explique que c'est pas bien de marier son enfant si jeune, etc. Et puis, on a l'habitude de retourner voir les gens qu'on a filmés 4 ou 5 ans plus tard pour leur montrer les films, voir s'ils se reconnaissent. Et cette fois, Adriana Carambeu a voulu absolument y aller. Donc elle y était avec mon équipe. Et puis à un moment donné, elle lui pose la question suivante. Elle lui dit, mais si c'est... Bon, nous, on sait ce que tu nous as apporté, et on va parler de ça ensemble. Mais nous, notre rencontre, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et là, vraiment très naturellement, sans mettre d'effet, etc., j'essaie de le dire aussi rapidement que lui. Il dit, en fait, avant de vous connaître, je savais pas que j'étais courageux. Et il a réussi à éradiquer le fléau. Et moi, je savais pas qu'en portant notre regard sur quelqu'un,
On pouvait lui donner de la force, on peut changer la vie des gens juste en leur portant de l'attention. C'est ça que ça m'a appris. Donc cette rencontre, elle est puissante parce que c'est l'arbre au milieu du torrent. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur des traditions, le mariage arrangé à l'âge de 12 ans. D'ailleurs, tout ce qui se passe là-bas, ça tombe sous le coup de la loi ici. Parce que c'est un enlèvement quand il s'agit de la fille, parce qu'elle sait pas, c'est le jour même, on lui dit c'est la fête. Ah ben c'est ton mariage. Ça veut dire quoi? C'est qu'on t'arrache à ta famille. Donc c'est un enlèvement. Et puis on peut parler de viol. Et voilà, et on peut même parler de pédophilie. Donc ça fait beaucoup. Et donc c'est des traumas hallucinants et de voir que ça s'est perpétué pour des raisons de tradition. Donc c'est important parce qu'il manquerait plus qu'on s'imagine que mon discours, ça a été pendant toutes ces années de dire, encore une fois, ils sont formidables, le mythe du bon sauvage, et nous, on n'a rien compris. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. Et donc voilà, donc c'est un très très bon souvenir parce que cet homme avait un sourire extrêmement lumineux, il me donnait beaucoup d'espoir, et donc même dans cette espèce de noirceur, il me donne envie il me donne foi en l'humanité. Mais alors, clairement, c'est évident que je vais pas être dans le mythe du bon sauvage parce que c'est assez, c'est encore. Mais pour moi, en fait, sais que tu l'es pas. Hein. Non, bah non. Mais c'est un peu ce que je décrivais. Pour moi, c'est quand je disais qu'on se sentait un peu supérieur et qu'on regardait ça un peu avec distance. C'est un peu à ça que je pensais, c'est-à-dire c'est vraiment ce mythe du bon sauvage, alors qu'en réalité, et bien sûr c'est beaucoup plus complexe, et l'idée c'est certainement pas de jeter toute notre culture, parce que ça nous a apporté énormément de choses, en particulier sur l'espérance de vie, enfin sur l'éducation, les droits, la santé. Enfin bon bref, il y a tellement de choses que ce serait compliqué de toutes les lister, et en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de remarquer que là on est en train de vivre j'ai l'association à un retour du sacré ou à un retour du chamanisme d'une certaine manière, avec des retours vers des rites ancestraux qui peuvent être liés aux plantes ou autres. Et on voit ça arriver en Occident, en fait, pour des gens qui sont en pleine recherche de sens, quête de sens. Est-ce que toi, cette émission, c'était aussi une quête de sens personnelle quand tu as décidé de le faire, et qu'est-ce que tu y as trouvé, en fait? Alors, c'est la bonne question. Greg, tu poses les bonnes questions. Donc, je me suis posé la question après coup, en fait, parce que ça me paraissait naturel à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'avais pas pris l'avion dans ma vie avant l'âge de 20 ans. J'avais une soif de voyage, de découverte, de voir le monde. J'ai une passion jusqu'à mon dernier souffle pour les êtres humains, pour les rencontres. Et au fond, on est parti avec mon équipe comme ça, rencontrer ces peuples autochtones parce qu'on sentait les peuples autochtones, parce qu'on pensait que il fallait consigner leurs paroles. Encore une fois. Et puis je mentirais si je disais que on part pas comme ça en Mongolie, en Éthiopie, au-delà du cercle polaire pour rencontrer des gens. Quel genre de gens on cherche? Et là, il y a eu forcément des réunions au bureau et je leur ai dit qui j'avais envie de voir. Et la première chose que je leur ai demandé, c'est je voudrais rencontrer des gens fiers. C'est-à-dire que je voudrais que ce programme provoque toutes les émotions sauf la pitié. Et donc, ça n'est jamais arrivé que quelqu'un regarde Rendez-vous en terrain inconnu et pense aux gens sur place en disant « Ah, les pauvres ». Et ce sont des gens qui ne se plaignent jamais et qui sont très, très en interdépendance avec les animaux qui les entourent, avec leur environnement. Et ils ont effectivement des valeurs, ce sont des micro-sociétés, moins de 200 personnes à chaque fois. Et c'est important parce que je crois que c'est étudié et les choses basculent quand il y a plus de 200 personnes. Et effectivement, on leur pose des milliards de questions qu'ils ne se sont jamais posées, qu'on leur a jamais posées. Et alors à la fin, ils sont saoulés de questions et ils résument tout par « Bon, écoute Fred, je sais pas ce que tu veux comprendre. » Et ils me disent « En fait, nous, tu sais, et là on est dans la cordillère des Andes, imaginez 5000 mètres de latitude, en fait, nous, on a besoin les uns des autres. » Et là, je fais exprès de laisser un silence parce qu'on pourrait dire « Ah bon, et nous, au fait ?» Je suis assez fasciné parce que, je sais pas si tu es au courant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on vient de nommer en Angleterre une ministre de la solitude. Ah non, il y a 9 millions de gens seuls et on sait que la solitude sur un être humain, ça a autant d'impact négatif que 15 cigarettes par jour. Et donc dans le même temps, alors que l'Occident, puisque là on ne porte pas de jugement, c'est bien, c'est pas bien, voilà, il y a ce fléau d'un côté, et de l'autre, moi je suis dans le désert, et je peux dire qu'il y a personne dans le désert, d'accord. Et le gars me dit, je ne me sens jamais seul. On est au Tchad, et là il y a Barkay qui me dit, moi je ne me sens jamais seul. Et franchement ça ressemble à une blague, on regarde autour, il y a personne. Sauf qu'il y a le gars qui est à côté, qui est son pote, ils arrêtent pas de rigoler, et je dis, mais c'est qui lui pour toi? Et là il y a 2 traducteurs, etc. Et puis on entend, c'est mon ami frère. Alors nous on pense qu'il y a un problème de traduction, et puis non, c'est un concept, ami frère. Et moi j'adore imaginer, je suis un utopiste qui s'assume, j'adore imaginer qu'on prenne un peu du meilleur de chacun. Alors imaginez si dans le monde entier on prenait juste ça, du désert au Tchad, et qu'est-ce que ça veut dire un ami frère? C'est comme le mariage arrangé pour le coup, simplement 2 bébés qui vont naître à peu près dans la même période, les grands-pères vont décréter que ces 2-là vont pouvoir compter l'un sur l'autre jusqu'à leur dernier souffle. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi un exemple. Il dit, par exemple, s'il se marie et qu'il ne me demande pas de chameau, ça me blesse.
Je vous laisse y penser parce que c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous vexiez si vos amis n'avaient pas besoin de vous. Et j'adore cette idée, en fait. Quand on est dans l'Himalaya, c'est ça qui m'a apporté. On va en parler. C'est-à-dire que je vois bien ce qui nous manque dans nos sociétés. Quand on est dans l'Himalaya avec Gilbert Montagnier, on est chez Dolma et on est en train de récolter de l'orge. Elle va passer l'hiver avec ça. On sait que tout va être gelé pendant 6 mois. Même la rivière est gelée. Ils sont enfermés. D'ailleurs, je lui demande qu'est-ce que vous faites. Elle me dit là, on chante, on danse. Ça a l'air super. Et puis, à un moment donné, il y a le tas d'orge. Et moi, je veux créer de l'empathie. Je veux que le téléspectateur s'attache à elle. Et donc, à un moment donné, je dis, mais Dolma, qu'est-ce qui se passe s'il en reste pas pour la fin de l'hiver? Et là, elle me casse mon suspense. Elle hausse les épaules. Elle me dit, je demande aux voisins. Il n'y a pas de concept. D'accord? On parle pas de solidarité. C'est juste, voilà. C'est évident. Et puis, dans la cordillère des Andes, donc, on est beaucoup plus loin, mais c'est la même altitude, 5000 mètres d'altitude. Là, pareil, les choses, c'est assez hostile. Et leur civilisation repose sur l'Aïni. Alors l'Aïni, c'est la réciprocité. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aides demain. Tu m'aides à construire ma maison, je t'aide à ramasser des pommes de terre. Donc c'est très chouette quand on le vit. Et là où c'est troublant, c'est qu'ils disent maintenant il y a des gars de notre communauté qui ont été en ville et c'est très étrange que quand c'est eux qui parlent, c'est très étrange que quand ils reviennent et qu'on leur demande de l'aide, ils nous demandent de l'argent. Alors je sais que la naissance de l'argent c'est vieux dans l'histoire du monde. En tout cas, on voit ce que ça peut donner sur les comportements. Et donc tout ce que ces gens qu'on a rencontrés nous ont appris, c'était pas des prêcheurs. C'est-à-dire que aujourd'hui dans la société médiatique dans laquelle on est, tous les gens qui s'adressent à nous, ce sont des gourous, des prêcheurs. Ce sont des gens qui nous expliquent quoi penser, mais quel que soit le domaine d'ailleurs. Bien sûr. Là-bas, ce sont pas des gens qui parlent, ce sont des gens qui font. Et donc ils acceptent de lever un peu le voile, on les filme, on les observe. Et puis on leur pose des questions et des fois ils nous disent des choses. Mais au fond, ce que j'ai observé, c'est une tranquillité d'esprit qu'il n'y a pas ici. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à me poser des questions quand tous mes invités, 100% de mes invités, ont dit à un moment donné, mais tu vois, au bout de 2 jours, mais ils rigolent plus que nous. Pourquoi les sapiens que nous allons voir rient plus que nous? C'est une question que je continue de me poser depuis. J'ai quelques éléments de réponse. J'ai observé par exemple qu'ils ont un très fort sentiment d'appartenance. Quand on leur dit mais toi t'es quoi? Ils disent moi je suis Raika, moi je suis Maasai. Et quand ils nous posent la question, on sait jamais trop quoi dire. Et le sentiment d'appartenance, c'est un peu ce que racontaient les amis dont je viens de parler, c'est tranquille quoi, parce qu'il n'y a pas de peur, parce que je sais que je vais pouvoir compter sur les autres. Après, on est d'accord, et il y a des désavantages. Quand vous vivez dans une petite communauté, vous pouvez pas trop changer les traditions. Et là, à nouveau, un homme qui m'a bouleversé, je dirais que c'est le premier féministe de l'histoire de l'humanité, on l'a vécu comme ça. On est à nouveau en Éthiopie, mais cette fois dans le sud, on est avec Zabou. Et là, on rencontre des gens et Zabou remarque que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Ça aussi, c'est étudié 8 fois plus. Et donc, elle pose la question à 2 gars. Et Lokomsio, il nous regarde, il est d'accord, il dit c'est vrai, ma femme travaille beaucoup et d'ailleurs, je voudrais l'aider, elle ne veut pas. Et alors, Zabou lui dit comment ça? Il dit non, elle veut pas que je l'aide, je suis obligé d'aller chercher de l'eau en cachette. Donc on croit qu'on tient une histoire, on va voir sa femme, elle est avec 2 copines. On lui dit alors donc qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas que ton mari t'aide? Et là elle veut pas qu'on parle parce qu'il y a 2 copines à elle. Donc heureusement qu'on n'a pas dit ton mari t'aide, on a dit tu ne veux pas que ton mari t'aide. Et puis quand tes copines sont parties, elle nous a dit en fait le dernier de la communauté qui a aidé sa femme en cachette, il a été vu par les hommes, il a été rejeté de la communauté des hommes et il s'est pendu à un arbre. Le pire pour un être humain, c'est le rejet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les traditions, elles sont pas toutes formidables. Et il y a des choses extrêmement cruelles et les gens se surveillent, etc. Mais en même temps, ils ont une société, en tout cas, où ils ont la connexion avec la nature, ils sont d'une humilité, pour reprendre, tout à l'heure on a dit un peu de l'arrogance de la société occidentale, il y a une humilité incroyable, ils savent qu'ils peuvent cultiver 12 heures par jour et peut-être qu'il y aura des sauterelles, peut-être qu'il y aura pas de pluie. Donc il y a cette humilité par rapport à la nature et puis par rapport aux animaux, c'est leur trésor. Ils mangent pas de viande, même s'ils sont éleveurs. Ils en mangent de temps en temps. C'est tous les problèmes qu'on a ici sur cette question, elles se posent pas là-bas. Donc effectivement, tous les gens du bout du monde m'ont raconté la même chose sur notre interdépendance. Et puis ensuite, ce que moi j'ai été chercher, pour répondre à ta question, c'est que j'ai compris que j'allais chercher la bienveillance au bout du monde. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été chercher de la gentillesse. Je le dis comme ça parce que, au fond, moi je suis pas arrivé comme ça par hasard. Il y a un rédacteur en chef qui s'appelle Franck Desplanques, qui a rencontré des gens qui lui ont dit, le mec le plus formidable de la vallée, c'est lui. Et donc en fait, c'est qui là-bas provoque l'admiration. Il y avait Cissé qui luttait contre le mariage arrangé et à chaque fois c'était ça. Et moi j'ai eu la chance de me retrouver avec des humains exemplaires en fait. Et donc ça c'était très très fort. Et donc j'ai compris que toutes ces confidences, c'était une manière d'ouvrir leur cœur, ils nous ouvraient leur maison, ils n'arrêtaient pas de dire tu fais ici comme chez toi. Les invités disaient mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'ils balayent le chemin avant que je passe devant. Donc il y avait que de la bienveillance. Et c'est pas le truc le plus répandu dans la société médiatique. Au contraire, on valorise ceux qui dénigrent, ceux qui critiquent. Moi, il y a des gens, ça me fait marrer. Il y a des gens dont le métier, c'est de donner leur avis.
Bon, vous pensez au même que moi, mais ça me fascine. Ouais, donc, ça, voilà. Donc, en fait, pour moi, il y a des gens sur Terre qui font et d'autres qui parlent, d'autres qui commentent. Et donc, tous ces gens que j'ai vus, ils font, ils sont interdépendants et ils nous ont pris dans leurs bras. Et malgré ce qu'ils avaient vécu, j'ai trouvé ça fantastique. C'est assez incroyable. En fait, c'est marrant parce que moi, sur ce podcast, j'essaye de parler de liens, donc de liens à soi, aux autres et à la nature. Et en fait, quand tu lis un bouquin comme celui de Sebastian Junger qui s'appelle Tribes, qui est un bouquin qui vient de sortir, il t'explique, donc lui, il analyse les Indiens d'Amérique et il te dit finalement, ce qui crée du sens dans ta vie, c'est beaucoup le lien aux autres. Donc exactement ce que tu décris. Et en fait, il prend cette image que je trouve hyper intéressante, qui est que quand un Indien se faisait capturer par des Blancs, enfin les Européens à l'époque, il voulait absolument retourner dans sa tribu. Et puis quand un Blanc se faisait capturer par un Indien, il voulait plus repartir. C'est vrai ça ? Ouais. Extraordinaire. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ce lien, on est dans une société hyper individualiste, qui ont plein d'avantages, on en a parlé, mais qui ont aussi un gros défaut qui est cette solitude. Est-ce que tu trouves pas ça violent, justement, ce retour à chaque fois dans nos sociétés ? Oui. Enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de... Enfin, j'imagine que ce que tu as eu envie de dire, tu l'as dit à travers les documentaires, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire Non, c'est très très violent. D'abord, la première chose, c'est qu'on passe d'un endroit où ce sont des étendues à perte de vue, quelle qu'elle soit, et où on arrive dans le milieu urbain. Donc déjà, la première différence, elle est là. Parce que moi j'ai rencontré des gens dans les Cévennes, qui est un parc naturel ici en France, et j'ai retrouvé les mêmes valeurs qu'au bout du monde. Donc ça démarre par ça, je pense. Et je crois que c'est 75% des Français vivent en ville, et quand on vit en ville, on se coupe de beaucoup de choses. On se coupe de beaucoup. Et encore une fois, la nature nous guérit, hein, il y a des tas d'études qui l'ont montré, et j'aime beaucoup rappeler que les gens qui ont vu à l'hôpital sur la verdure guérissent plus vite. Les villes où il y a le plus de vert, c'est là où il y a le moins de criminalité. Donc le vert nous fait du bien, et on se coupe de ça. Donc quand on revient, déjà le premier truc qui est choquant, c'est ça. Et ensuite, il y a la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que c'est Christophe Haag qui a sorti un livre que je t'invite à inviter parce qu'il est incroyable là-dessus. Et donc, on est tous porteurs d'un virus qui sont les émotions. Et quand on arrive ici, forcément, on voit des gens tristes ou en colère. D'ailleurs, s'il y a 7 émotions universelles primaires, d'après les chercheurs, quelle est l'émotion la plus répandue pour toi dans la société en ce moment ? La peur ? Ouais. C'est fou. Arrêtons-nous un instant. C'est fou. Et donc, on peut le dire avec un sourire, parce qu'on est content d'avoir deviné. Mais une fois qu'on sort de cet endroit où on est là, d'un seul coup, on se confronte à ça. Et on a beau... Comment on se protège de ça ? C'est la vraie question. Comment on se protège de la peur ? Justement, à nouveau, des solutions. La nature. Ou la méditation. La méditation, c'est juste l'idée d'observer comment je me sens. C'est exactement le contraire de toutes les sollicitations qu'on a à l'extérieur. Moi, j'aime un truc qui me fascine. Je sais pas. Enfin, encore une fois, c'est de moi. C'est pas d'un humoriste, mais ça me fait marrer d'imaginer qu'on a inventé un nom de gâteau, Cookies, pour parler de harcèlement. C'est-à-dire que si vous cherchez un truc sur Internet, d'un coup, vous allez chercher une table de chevet, on va vous poursuivre pendant des semaines pour des tables de chevet. Donc, notre cerveau est colonisé par les écrans. Que ça soit des images qu'on nous présente comme voilà ce qui se passe dans le monde, que ce sont les infos, et c'est une distorsion de la réalité, ou que ce soit la publicité qui nous montre des gens très beaux, en pleine forme, et qui vivent dans des lofts et qui se lavent les dents avec tel dentifrice. Donc, ça n'a aucun sens. Et donc on est comme ça submergé de toutes ces infos, et là aussi ça provoque des émotions. Et donc du coup, quand on est au bout du monde, les émotions, la contagion émotionnelle, c'est uniquement les gens avec qui on est. Et on est sous un arbre en train de boire un thé et on fait un seul truc à la fois. Alors que nous, on est capable de faire 10 000 trucs à la fois. Et donc voilà, donc le choc, il vient de là en fait. C'est le rythme, la rapidité. Et puis moi, je suis un exemple de ça. J'ai eu honte de le dire, mais je l'ai dit. C'est-à-dire qu'à une époque de ma vie, je travaillais tellement, j'étais happé par ma passion. Et je me rappelle que j'allais chercher à manger à mon fils. C'était des plats tout prêts, donc je fais plus ça depuis des années, mais depuis qu'Élise Lucet m'a dit ce qu'il y avait dedans. Mais du coup, je voyais 2 minutes 30 au micro-ondes, 3 minutes. Je prenais 2 minutes 30. Ah, wow. Je me suis vu faire ça. Donc, nos sociétés pressées qui n'ont pas de sens. Et voilà. Et après, on peut dire des tas de choses que vous avez déjà abordées forcément ici, mais c'est vrai que la société de consommation, c'est éprouvé là aussi. Combien de temps vous êtes heureux quand vous achetez une nouvelle télé ? Je crois que c'est 15 jours. Donc, de toute façon, tous les bonheurs, les contentements, les plaisirs qu'on peut avoir dans les villes, c'est des choses éphémères. On achète du plaisir. Alors que quand on est dans la nature et qu'on est relié aux autres, c'est quelque chose de plus apaisant, c'est du contentement. Je suis même pas sûr qu'on achète du plaisir. Je pense qu'on achète quelque part une réassurance. Mais je sais que tu fais du marketing, donc tu sais ça. Ouais, oui, c'est mon métier à la base. Mais effectivement, je suis même pas certain je pense qu'on nous vend qu'on achète du plaisir, mais c'est pas du tout du plaisir que tu es en train d'acheter. C'est-à-dire que tu te rassures
et tu te compares aux autres aussi beaucoup. Donc, et cette comparaison, elle est... la comparaison tue. Mortifère. Moi, j'ai fait des émissions sur le bonheur qui étaient mes plus gros échecs. Justement, en rentrant, je me disais, mais c'est quoi ce Beans? Pourquoi il rirait plus que nous? Et là, je commence à me rendre compte que tout ce qu'il me dit, c'est étudier à Harvard. Et donc, d'un coup, j'ai voulu faire des émissions sur le bonheur qui n'ont pas marché. Ça, c'était très troublant. Mais parce qu'en fait, Gérard Jugnot m'a dit, tu sais, en terre inconnue, tu nous montres le bonheur. Donc, ça s'adresse au cœur. Et là, tu nous l'expliques. C'est vrai que je voulais pas faire un truc ésotérique, donc j'avais mis beaucoup de chercheurs. Et c'était trop rationnel, trop cérébral. Ah ouais, c'est vrai. Pourtant, j'ai l'impression que le développement personnel, en ce moment, c'est un peu le truc... c'est même plus qu'à la mode, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, les gens cherchent du sens, donc ça marche bien en général. Oui, mais ça marche bien en bouquin, parce qu'en fait, quand on est assis sur un canapé avec notre famille et qu'on regarde un truc sur le bonheur, c'est un peu comme si on était en train de dire aux gens autour de nous qu'on l'était pas vraiment. Quoi de plus intime? Alors qu'un bouquin, vous l'ouvrez quand vous le voulez, il est retourné sur votre table de nuit si vous voulez, et j'ai cette sensation-là en fait. Ouais, ça marche pour les podcasts aussi, du coup tu l'écoutes dans tes oreilles avec tes écouteurs et t'es tout seul. Tu veux dire qu'il y a des gens qui nous écoutent? Ben, j'espère qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Donc, ce que tu dirais, j'ai l'impression, en tout cas, c'est que aux personnes qui nous écoutent, qui sont plutôt des occidentaux, hein, on va se mentir, qui sont plutôt des urbains d'ailleurs en majorité, c'est d'être plus bienveillants. Comment de se reconnecter à la nature? Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de ça, souvent, en fait? Tu m'entendras jamais dire faites ceci ou faites cela. J'ai jamais de conseils à donner. Par contre, je peux raconter et témoigner de ce que moi j'ai fait. Bien sûr. Et donc, du coup, j'ai découvert un truc qui s'appelle la méditation de pleine conscience il y a plus de 10 ans. Et moi qui étais très extraverti, tourné vers l'extérieur, je faisais même un métier d'apparence, donc ma valeur était en fonction du nombre de gens qui me regardaient à la télévision le soir. Ça s'appelle la médiamétrie. Donc quand je faisais des 8 millions de téléspectateurs, j'avais l'impression que les gens me trouvaient formidable. Et puis d'autres fois, c'était l'émission sur le bonheur qui a fait, 2 millions. Et là, j'étais... Ce qui était pas mal, hein. ouais, mais j'étais pas bon. Enfin, et donc, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai fait semblant de me souvenir de ta question. Est-ce que tu peux me la reposer? Rappelle-toi, c'était quoi? J'ai l'habitude de me foutre très concentré. Parce que c'était association d'idées. Ma question, c'était quel conseil? Tu m'as dit, je ne donnerais pas de conseil à qui que ce soit. Par contre, je peux témoigner d'un truc, c'est que je suis passé de quelque chose d'hyperactif à quelque chose de plus calme en faisant une seule chose qu'on peut tous faire. Et en fait, c'est facile à comprendre, mais ça demande un entraînement quand on le fait. C'est juste se poser et s'écouter. Et l'intérêt, c'est qu'en écoutant ses propres besoins, notre vie nous ressemble, on n'est plus en automatique. C'est-à-dire, en fait, comment je me sens quand je suis dans un hypermarché ou un supermarché, et comment je me sens quand je suis, je sais pas, moi, dans la circulation, en train de boire un coup au bord de la route. Comment je me sens quand je regarde les infos, comment je me sens dans cette soirée où finalement je trouve que les gens sont pas très cool, etc. En fait, voilà. Et donc, le truc que moi j'ai fait, c'est que j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à écouter mon intuition, alors que, au fond, il y a une phrase que j'adore qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est vrai que des fois on sait pas pourquoi, on appelle ça les affinités, on se sent pas bien avec quelqu'un. Au fond, ça se confirme souvent. Et moi, je m'écoutais pas, je me raisonnais. Maintenant, je m'écoute plus. C'est-à-dire que je vais là où je me sens bien. Et puis, il y a une règle que j'aime beaucoup, de two feet low, la règle des 2 pieds. Quand je me sens pas bien, je tourne les talons. Ouais, non, mais oui, où que je sois, que ce soit personnel ou mais c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que, alors déjà, il y a plusieurs choses dans ce que tu racontes. Moi, je suis un fervent défenseur du développement du féminin dans chacun. Donc, ce que tu décris, c'est quand même beaucoup le développement du féminin, pour moi. En tout cas, c'est la manière dont j'envisage. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, j'ai la sensation que les personnes, elles ont du mal justement à faire ce que tu décris, c'est-à-dire à prendre du recul sur ce qu'elles sont en train de vivre, et en particulier sur les règles qui sont dictées par la société. Parce qu'en fait, dans la société, on dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, le succès c'est ça, le bonheur c'est ça. Donc effectivement, il faut avoir de l'argent, des possessions, avoir la nouvelle télé, le nouvel iPhone, ou je sais pas trop quoi, en fonction de là d'où tu viens. Et comment c'est très compliqué de prendre du recul sur tout ça. Tu penses que c'est via la méditation que tu peux y arriver? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas du recul, bizarrement. C'est au contraire se poser ici et maintenant. Je vais donner cette technique très simple. Elle est pas de moi, c'est Ilios Kotsou, qui est chercheur en psychologie des émotions en Belgique. Il disait, pour dédramatiser, pour pas dire méditation, il dit faisons une petite météo intérieure. Donc, observons 3 choses dans l'ordre dans lequel on veut, nos pensées, nos émotions et notre corps, pour comprendre qu'on fonctionne tous comme ça. Imaginons quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler en public et qui sait que demain, cette personne sait qu'elle parle en public. Donc, quelle va être l'émotion? La pensée, c'est le pitch, enfin le discours. L'émotion, c'est la peur. Et puis le corps va réagir. Il y en a qui ont des migraines, d'autres qui ont des ulcères, d'autres qui ont des plaques rouges. Voilà. Donc, 100% de nos pensées, c'est un triptyque.
sont liés à une émotion, à quelque chose dans notre corps. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est très intéressant parce que on le trimballe toute une journée sans le savoir. Et donc en ce moment j'aime bien donner cet exemple qui m'avait été donné par Helios Koutsu. Imaginons un gars qui travaille dans un bureau open space, et ça se passe pas très bien, c'est assez tendu, les gens se dénigrent, et là son chef va l'humilier devant tout le monde. Donc ça va être horrible pour lui, il va quitter le job, il est plein d'émotions contradictoires, il y a la colère, l'injustice et la peur d'être viré. Et puis il arrive chez lui, donc il se gare dans son parking, il arrive chez lui, et là il ouvre la porte et les enfants sont en train de jouer au billes dans l'entrée, il a failli se casser la figure. Mais purée, combien de fois on avait dit qu'on jouait pas comme ça? Donc les gamins, vous imaginez la réaction, ils s'attendaient pas à ça, ils étaient contents d'être à l'entrée pour accueillir leur père. Et puis la femme qui faisait son plat préféré, elle est un peu tristoune parce qu'elle avait pas envie de se chanter. Maintenant, petit flashback, on revient en arrière. Il est dans la voiture et il connaît la météo intérieure. Donc il sort du bureau, il ressent de la colère, il ressent de la tristesse et il va se poser dans sa voiture et il peut fermer les yeux et il observe ces trois choses. Mes pensées, c'est cette phrase, c'est une rumination, c'est facile de reconnaître les ruminations. C'est cette phrase de ce gars qu'il a humilié devant tout le monde. L'émotion, c'est la peur, c'est la colère, etc., etc. Le corps, waouh, des tensions partout. Le simple fait d'observer sans jugement. C'est pas, oh purée, je me sens en colère. Double peine. Vous en voulez, c'est horrible. Le simple fait d'observer ces émotions, les chercheurs appellent ça la diffusion. C'est-à-dire que le simple fait de dire, tiens, dites-le avec tiens, moi j'ai inventé ça parce que je trouve que il y a à côté pas de jugement. Tiens, je me sens en colère. Le simple fait de dire ça, la colère se désactive. C'est magique, c'est fou qu'on l'ait pas appris à l'école, ça commence à arriver avec Frédéric Lenoir, la méditation rentre à l'école et les sapiens sont plus du tout les mêmes. Le jour où, dès l'enfance, on aura appris à s'écouter, mais ça change tout. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à tout ce qui est extérieur, plus on s'écoute, comment je me sens ici et maintenant. Et moi je le fais tout le temps, je suis en reset. Je l'ai fait quand on s'est dit bonjour, je l'ai fait quand on servait le café, on parlait pas parce que je trouvais ça marrant. J'avais bien envie qu'on fasse connaissance ici. Je suis arrivé dans le studio, j'ai parlé avec la personne qui est derrière le... Donc en fait, à chaque fois, je me dis comment je me sens ici maintenant. Moi, le malaise me dérange pas, mais j'aime bien observer. Et le simple fait d'observer, vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et franchement, la vie, vous la faites plus en automatique. Moi, j'ai découvert que ma vie me ressemblait beaucoup plus. J'avais besoin de plus me ressourcer, ce que je ne faisais pas. Je me t'ai rendu compte que j'étais une forme j'étais un activiste en fait, avec ce message de rendez-vous inconnu, c'est n'ayant pas peur des autres, dans un monde où il y a la peur, d'accord? Donc j'ai compris qu'il fallait que je rencontre d'autres activistes, on a quelques amis communs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc du coup, ça me faisait du bien de voir des gens comme moi, ça me faisait du bien d'être dans la nature, ça me faisait du bien de me poser, ça me faisait du bien de me dire, waouh, là je crois que j'ai envie de voir des potes et dire des conneries. Alors que des fois je travaillais trop, j'avais pas le temps de voir mes potes. Donc voilà, donc mon expérience c'est, quand je suis revenu dans ce monde un peu hystérique, il a fallu que je me pose pour observer ce que je ressentais et qu'est-ce que l'environnement extérieur provoquait chez moi. Parce qu'après, on le diffuse. Et alors c'est marrant parce que tu as devancé ma question quasiment. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu utilises le mot sapiens et je trouve ça assez joli. Mais ça me plaît de voir le monde comme ça, en fait. Et justement, en fait, tu as devancé ma question parce que j'allais te dire, justement, toi, tu as rencontré plein de personnes d'origines différentes. Qu'est-ce que tu as appris de ces différences? Parce qu'en fait, effectivement, il y a la peur de l'autre. Alors, on voit ça partout. Et puis, on parlait des peurs. Et il y a malheureusement des gens qui jouent sur les peurs. Et c'est tellement facile de jouer dessus quand les gens ont déjà peur. C'est impliqué. C'est naze, en fait, je veux dire. Malheureusement, ils vont pas se reconnaître. Mais non, malheureusement, ils se reconnaîtront pas. Et puis, ils écouteront pas de toute façon. Mais c'est très facile. Toi, qu'est-ce que tu as appris de la diversité des cultures? Parce que bon, on est tous des sapiens. Voilà, il n'y a pas de race, juste pour le rappeler. Mais c'est important de le dire quand même. C'est important parce que tu vois, on est en train de se parler. On se regarde dans les yeux. Et dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir regarder des gens, soit qui vivaient dans la jungle et qui étaient tout nus, qui n'avaient pas vu autre chose que des arbres. Donc c'est Hibernatus puissance 10 000. Soit des gens qui vivent à 6 000 mètres d'altitude, soit des gens qui vivent au-delà du cercle polaire, soit des gens qui vivent dans le désert. Et en fait, on a eu des conversations et on en parle avec tous mes invités. Comme il y a 2 traductions souvent, français-indonésien, indonésien-coro, et ça dure beaucoup de temps. Et d'ailleurs, on fait en terre inconnue, ça explique l'attachement et les larmes à la fin, quelque chose qu'on fait pas dans la vraie vie, que même toi et moi on n'a pas fait. Parce qu'en fait, quand tu poses la question à quelqu'un, tu dois attendre la traduction, ça prend du temps. Donc on est obligé de se regarder dans les yeux, on regarde pas les traducteurs. Et donc, j'ai des amis qui m'ont montré des vidéos hier soir. Il y a une campagne des Nations Unies comme ça, où on met des êtres humains dans les yeux avec des réfugiés. Mais ça changerait tout. Moi, si j'étais dictateur, il y aurait une sonnerie comme ça, et à n'importe quel moment de la journée, vous savez pas quoi, vous allez être obligé de regarder dans les yeux la personne qui est à côté de vous. Pendant 5 minutes. Ouais, si j'étais dictateur, je le ferais que pour ça. Non, mais ça marche hyper bien. Évidemment que d'un seul coup, on se reconnaît dans le regard de l'autre. Pourquoi les animaux, moi je suis entouré de chats et de chiens, ça me fascine, c'est une autre espèce. Elle pourrait, je sais pas, mon chien pourrait me regarder l'épaule ou je sais pas, dans la poitrine. Pourquoi il regarde mes yeux?
Pourquoi les animaux nous regardent dans les yeux? Donc en fait, nous, on a un truc de dingue quand on se regarde. Et ce que j'ai vécu au bout du monde, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois pas le traducteur. Je sais que le gars, il est pince sans rire, qu'il est en train de faire une blague, parce que je connais tellement son visage que je vois comme ça son petit nez qui pince. Ouais. Et donc voilà. Donc c'est ce qui fait qu'à la fin, on se pleure parce c'est un déchirement. C'est-à-dire qu'il y a un attachement quand on regarde des gens dans les yeux. Donc voilà. J'aime bien l'idée qu'on court moins, qu'on prenne plus de temps à s'écouter et plus de temps à se regarder. Et c'est ce que tu as appris en regardant, en observant ou en rencontrant des personnes oui, parce que je vois l'universalité. C'est-à-dire que je vois la tristesse. Il s'est passé un truc avec Kev Adams qui était assez amusant. Et il avait beaucoup peur de là où on était, etc. Et c'était chez les Suri. Et à un moment donné, il faisait la gueule, Kev. Et puis, mais il voulait le cacher à nos personnages. Et puis, il y a un qui vient le voir, il fait qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, il a fait une blague. Il dit, tu sais, nous les Français, on est des râleurs, etc. Puis du coup, j'ai dit, tiens, parce qu'il est comédien, je dis, Kev, est-ce que t'es d'accord pour mimer des émotions? Et puis on va voir si en face ils reconnaissent. Mais c'était incroyable. Dès qu'il a mimé la tristesse, alors qu'il faisait un truc de dessin animé un peu, l'autre il lui prend le visage comme ça pour le réconforter. Dès qu'il fait la colère, l'autre il fait comme s'il allait se battre avec lui. Donc je veux dire, on est hyper connectés. Nos émotions, c'est son visage. Et c'est ce que j'ai découvert au bout du monde. Donc le petit sapiens, fragile. Parce que voilà, moi le sapiens en groupe il peut faire peur, mais individuellement il est attachant. Bien sûr. Et la vie c'est entre nos rêves et nos peurs. Et donc nos peurs, il paraît que 9 peurs sur 10 c'est comme un décor de carton-pâte. Bah, bien sûr. Et donc c'est tout ce qui nous empêche. Et puis nous on a dans une société où on a peur du regard des autres parce qu'on est dans un pays de commentateurs. C'était Jean-Marie Roire qui avait dit ça. Ça s'est augmenté avec les réseaux sociaux. Et alors les gens ont peur de l'échec. Alors ça c'est un peu con parce que Nelson Mandela dit moi l'échec je connais pas. C'est où je réussis ou j'apprends. Mais ça, c'est très dommage, parce que ça empêche les gens de faire, parce que du coup, ils ont peur qu'on se moque d'eux. Alors attendez, je vais vous dire un truc, moi j'ai vérifié, j'ai 52 ans, vous allez voir que le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui font et ceux qui commentent. Parce que celui qui fait dans la vie, mais il ricane pas quand vous vous plantez. Il vous dit, mais c'est la preuve que t'as essayé. Bien sûr. Et donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on se transmet les uns les autres? Voilà. Est-ce qu'on est toxique pour les autres ou est-ce qu'au contraire on leur donne confiance en eux? Et voilà, j'en suis arrivé là, en fait. Et j'aime cette sensation qu'on fait tous notre part. Voilà. Et alors, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, parce que je sais que tu te positionnes comme un conspirateur positif, ce que moi j'essaye d'être aussi, enfin j'espère. Je voulais parler, t'as utilisé le mot tout à l'heure de la distorsion de l'information, et on parlait tout à l'heure du permis moto et du fait que la meilleure manière d'éviter un obstacle, c'est de regarder la voie de sortie, parce que si tu regardes l'obstacle, tu rentres dedans, malheureusement. Et j'ai la sensation que la manière dont l'information est construite aujourd'hui, elle est plutôt à regarder l'obstacle qu'à regarder la porte de sortie. Oui, ou Mathieu Baudin de l'Institut du Futur Souhaitable, lui, il dit, au fond, c'est vrai, les médias parlent de l'arbre qui tombe, mais pas de la forêt qui pousse. C'est un peu un souci. Moi, j'ai fait une école de journalisme. Moi, je peux te résumer en 2 ans d'études en une phrase. Nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Moi, j'avais 23 ans, j'avais pas réfléchi autant que jusqu'à aujourd'hui. Je dis, évidemment, Claire Chazal, elle va pas dire Madame, Monsieur, bonsoir. Le Paris-Dijon était à l'heure, le Agen-Cahors. Mais les gens de la SNCF savent que 99% des trains arrivent à l'heure. On ne parle d'eux que quand il y a une panne d'ordinateur ou une grève ou un accident. Donc, c'est une distorsion de la réalité. Cette distorsion de la réalité s'applique à 100% des sujets. Voilà. Une fois que vous dites ça, quand c'est un abus de langage que de dire tiens, je vais voir ce qui se passe dans le monde. Non, ça n'est pas ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'on a trouvé en termes de storytelling qui pourra provoquer chez nous cette fameuse truc qui est la peur. Vous savez que il paraît que les émotions, les neurologues disent qu'une émotion positive dans notre cerveau c'est comme du téflon et une émotion négative c'est du velcro. Les gendarmes sur l'autoroute sont habitués à avoir un accident d'un côté et un bouchon de l'autre côté. Ils appellent ça le ralentissement de curiosité. Donc ça dit quelque chose de nous. Et donc l'offre la demande, c'est pourquoi il y a des chaînes d'infos, pourquoi il y a tout ça? Parce que notre cerveau il est comme ça, connecté. D'abord on est tous contagieux, on l'a dit, et puis d'un seul coup les gens ont peur de manquer quelque chose, que tout est fait pour que... Moi je me suis vu cliquer sur cette info au clic, vous savez. Des fois je cliquais sur un truc, alors je regarde pas les infos, mais des fois sur mon téléphone il y a marqué elle ne s'attendait pas du tout à ça. Alors elle, je sais pas qui c'est, et le ça évidemment pas. Et j'ai cliqué. Et donc c'est assez rigolo. On est fragile. On est fragile. Ouais. Moi j'ai beau avoir été, je suis aware comme dirait Jean-Claude, je suis très attentif. Et en même temps, ça m'est arrivé de cliquer comme ça. Donc on est très sollicité. Qu'est-ce que moi j'aime bien me dire, d'ailleurs même dans les relations humaines, c'est qu'est-ce qu'il me veut. Tu vois, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Et donc quand les gens veulent mon attention, que ce soit les journalistes, les infos, les prêcheurs, les politiques, les publicitaires, qu'est-ce qu'ils me veulent. Voilà. Ouais, certains veulent. Qu'est-ce qu'ils me veulent. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des médias qui sont devenus
des médias positifs ont essayé d'exister et n'ont jamais vraiment réussi à exister. Pour ces raisons-là neurologiques, c'est que les journaux des bonnes nouvelles ne marchent pas. En revanche, moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle le journalisme de solution, la parité émotionnelle. Et d'ailleurs, France Télévisions, je suis très fier parce que sur France 2 aux 20h, ils sont capables de montrer des hooligans qui font n'importe quoi et qui on perd toute foi en l'humanité. Et puis juste après, l'exemple incroyable des supporters irlandais. Ils sont assez exemplaires. Ça fait plaisir. Ou d'un coup, il y a un sujet sur des chiffres économiques qu'on présente comme une mauvaise nouvelle. Et puis on va voir des gens qui vivent très heureux dans la décroissance. Et donc j'aime bien cette idée de montrer, et pas que les trains qui arrivent pas à l'heure, parce que je crois que plus personne n'est dupe. En vérité, non, sincèrement, il y a eu des études de marché, des études qualitatives à France Télévisions. J'ai la chance d'avoir accès à ces infos. Et les gens disent, bon, ça va, on a compris le problème maintenant. Parlons des solutions. Le problème, c'est que les gens qui sont en situation en place, ils ont jamais fait autrement. Et je voudrais dire un truc, si quelqu'un écoute et travaille dans une chaîne info, je sais qu'il est de bonne foi. C'est ça que j'ai découvert. C'est que moi, j'ai des potes conspirationnistes qui pensent qu'on est manipulé. Alors, c'est même pas ça. Pour moi, les médias, c'est comme un banc de poissons. Et donc, du coup, c'est un peu hystérique. Ils vont tous ensemble d'un côté ou de l'autre. Et au fond, ils sont de bonne foi. Les gens dans les chaînes info, ils sont sincères. Ils pensent que c'est leur représentation du monde. C'est pas la mienne quand je fais Terre Inconnue, évidemment. Forcément. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Claquer la porte. Je crois que c'était Mère Teresa qui en disait, est-ce que vous voulez manifester contre la guerre? Elle dit non, ça m'intéresse pas, mais si vous manifestez pour la paix, je serai là. Donc, je vais dire ouvrir. Donc, c'est quoi? C'est un sujet de conversation pour ton prochain invité? Non, c'est quoi? pas c'est nécessairement. C'est une réflexion. Ouais, c'est plutôt toi. Moi, j'avoue que j'aimerais ouvrir un peu d'attention par rapport à tout ce qu'on s'est raconté sur notre société. Par exemple, je suis très choqué, en tant que petit sapiens qui vient des fois du bout du monde, d'arriver, de voir les infos et de voir qu'en fait, dans la rue, il y a des infirmières. Alors là, pareil, si on parle du sapiens, on dit donc ce sapiens-là, il fait partie de ce qu'on appelle des soignants. Ce sont des gens qui prennent soin de nous et ils ont l'air en colère. Pourquoi ils sont en colère? Parce qu'on s'occupe pas d'eux. Et si on commençait par prendre soin de ceux qui prennent soin de nous? Et voilà. Et moi, je suis fasciné par ça. Je suis très attentif à ça. J'ai un filtre quand je vois quelqu'un qui parle mal à quelqu'un ou qui dénigre quelqu'un. Voilà. Je suis plus touché par la bienveillance parce que les gens appellent des bons sentiments. Et puis aussi, n'en voulez pas à ceux qui n'aiment pas les bons sentiments. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vous agressent, parce qu'ils disent, mais tu vis dans le monde de oui, moi je vais dans des émissions de télé, vous savez, on me met le générique de L'île aux enfants. Et mais j'ai découvert que pour des gens, un pessimiste, un optimiste, c'est un imbécile heureux, on est tous d'accord, mais un pessimiste, c'est un imbécile malheureux. Voilà. Donc en fait, les pessimistes sont juste des gens qui ont un peu plus peur que nous, mais nous, les optimistes, on a peur aussi. On est exactement connectés aux mêmes émotions que les autres, sauf qu'on décide de se protéger parce qu'on est tous conscients qu'on a un impact sur le réel. Voilà. C'est marrant, il y a cette expression qui dit un pessimiste, c'est un optimiste informé. Tu vois. Oui. Mais... Non, mais c'est ils ont l'impression d'être réalistes, c'est ça qui est drôle. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, on finira jamais par savoir qui avait raison, qui avait tort. C'est notre représentation du monde. Donc moi, j'ai envie d'ouvrir sur, observons autour de nous et prenons soin des gens qui prennent soin de nous. Déjà, c'est un super bon début. Et puis en réalité, pour aller dans ton sens, chaque acte que tu fais dans le monde va dans le sens où tu as envie que ça aille en réalité. C'est-à-dire que si tu propages de la méfiance, de la défiance, de la peur, ou de la colère, ou peu importe, ça va forcément, tu vois, le mouvement de papillon, mais ça va avoir un impact. Alors que si tu propages l'inverse, nécessairement, ça va avoir un impact. Et les études ont montré que quand on sourit à quelqu'un, on rend heureux 5 personnes par ricochet. Voilà. Et les gens qui sourient vivent plus longtemps, 7 ans en moyenne. Ouais. Ça, c'était prouvé aussi. Et donc, voilà. Merci pour sourire. Voilà. Moi, je souris tout le temps, mais super. Merci beaucoup, Frédéric. Merci de l'invitation. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.